Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur Chaîne Inter, c'est toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Nous sommes bel et bien en direct jusqu'à 13 heures pour le carrefour de Chaîne Inter. Je vous le disais en début d'émission, nous recevons aujourd'hui le docteur Miko Mounir, spécialiste en anesthésie réanimation. Bonjour docteur. Oui, bonjour docteur. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Bonjour et merci Oui, d'accepter notre invitation, docteur Miko. avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de participer à votre émission. Alors, nous allons dans un premier temps évaluer la situation épidémiologique dans notre pays. Alors, comment évolue justement la situation épidémiologique dans notre pays, docteur Miko? Oui, alors donc la situation épidémiologique elle reste stable, malheureusement, avec des chiffres qui avoisinent les 2000 cas, un peu plus, un peu moins au quotidien. Et je vais dire quelque chose aussi en parallèle, qui est ces chiffres sont sous-estimés, bien évidemment, puisqu'on n'arrive pas à tester tout le monde et à détecter les personnes qui sont porteurs du virus et qui continuent à contaminer la population générale. Donc, en principe, la situation elle reste malheureusement dans le même statut, ça veut dire un peu plus que 2000 personnes, aux environs de 2000 personnes contaminées. Donc, situation La stable. mortalité aussi. Donc, Oui, situation stable. Il n'y a pas vraiment d'amélioration, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles dans les jours à venir. Donc, une situation qu'on n'a pas connue il y a à peu près 6 mois, docteur Miko. Pas du tout, et on avait crié très rapidement victoire avec des nombres qui étaient très réduits en fin de la période de confinement. Et donc, c'est des chiffres qui sont un peu alarmants et la mortalité reste aussi un peu élevée, quand même une quarantaine de personnes à peu près, différemment bien sûr ça peut être un peu plus, un peu moins de mortalité au quotidien aussi, qui reste un chiffre quand même assez inquiétant. Pas très élevé, mais quand même il est inquiétant. D'accord. Alors, relâchement et baissant de vigilance sont les facteurs principaux, on va dire, de cette augmentation. Vous qui êtes sur le terrain au service de réanimation, quelles sont les tranches d'âge admis en réanimation? Parce qu'on a tendance à croire que les jeunes sont invincibles, intouchables par cette maladie. Non, du tout. Il y a des jeunes qui sont morts. Rien que la semaine dernière, on a eu, je suis de la région de Fès, on a eu un cas d'un jeune de 44 ans qui est en bonne forme et bonne santé, aucune tare, où il est mort du Covid. Il n'y avait aucune autre pathologie associée. Donc les personnes qui sont jeunes, ils peuvent être touchés, ils peuvent être décédés, ils peuvent aussi guérir et garder des séquelles. Et c'est ce qu'on va malheureusement voir dorénavant, progressivement, avec l'installation de certaines séquelles à long terme. Parce que justement, la complexité de ce virus, ce sont les séquelles. On en a parlé cette semaine avec le docteur Iman Naïm, qui est pneumologue à Casablanca. Il parlait justement des séquelles graves, des séquelles à vie, docteur Mounir Miko. Exactement. Alors si maintenant une personne peut être touchée et qui fait une atteinte respiratoire, ça veut dire des poumons du Covid-19, il y a de l'inflammation qui s'installe dans les poumons et cette inflammation par la suite va laisser une cicatrice dans le poumon et cette cicatrice elle est sous forme de fibrose et donc on n'a plus dans tout le poumon rien que du tissu pulmonaire. Mais il s'installe une fibrose, ça veut dire une sorte de tissu, de cellules qui ne sont pas faits pour que ça soit un local ou plutôt un endroit où on peut avoir de la respiration. Et ceci donne une diminution des capacités de chaque personne qui ont ces séquelles-là de pouvoir respirer d'une façon normale. Donc ça ne fait qu'handicaper la personne à moyen et à long terme. D'où l'importance justement de doubler de vigilance, le port du masque, la distanciation physique et le lavage régulier des mains, docteur Mounir Miko. On le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez, on n'arrêtera pas de le dire et on va continuer à le dire tout le temps. C'est pas tout le monde qui réalise ça, c'est pas tout le monde qui arrive à intégrer
cette information et de la rendre pratique au quotidien. Et malheureusement, donc le virus va continuer à s'étaler et à circuler librement. Alors, des mesures ont été prises pour alléger et soulager les hôpitaux publics près de la saturation, la prise en charge à domicile des malades asymptomatiques et surtout l'implication du secteur privé. Une bonne nouvelle, d'ailleurs, vous avez bataillé pour que le secteur privé soit impliqué et participe à la prise en charge des malades du Covid-19, Dr Mounir Miko. Effectivement, donc surtout les laboratoires privés peuvent participer. Les laboratoires des hôpitaux sont vraiment, ils tournent à plein régime. Les laboratoires privés sont un grand secours pour eux, pour aider à faire le diagnostic de cette pathologie et de cette infection, et puis par la suite la traiter d'une façon convenable. Parce que si on ne sait pas est-ce que c'est du Covid ou pas, on ne pourra pas le traiter d'une façon convenable et on n'arrivera pas à diminuer les complications de cette infection. Donc, laboratoire privé, c'est très très bien. D'ailleurs, ça se voit dans des villes comme à Casablanca et à Rabat. Surtout à Casablanca, maintenant où l'infection il est en train de s'étaler et de se propager de façon importante. À Casablanca, les laboratoires privés sont d'un grand apport pour aider les hôpitaux et donner des résultats assez rapidement avec ce test PCR qui reste un test de référence en matière d'analyse biologique qui peut confirmer le Covid-19. Maintenant, est-ce que tout le royaume est couvert par les laboratoires privés? Voilà. Est-ce que c'est suffisant, justement? Du tout. Il y a des villes où c'est autorisé par une note ministérielle d'ouvrir la possibilité d'avoir le test PCR en privé, mais qui malheureusement ne reçoivent pas l'aval des autorités locales là où ils sont pour pouvoir pratiquer le test. Donc on reste entre ces deux possibilités, autorisation ministérielle accordée et autorité locale qui n'accorde pas. Et ça, c'est un dilemme qui complique la situation un peu. Alors, laboratoire privé pour les tests, clinique pour le diagnostic, pourquoi on a justement tardé à impliquer le secteur privé, docteur Mounir Miko? Comme je l'ai dit auparavant, l'État, tout État qui se respecte devrait maîtriser ce qui se passe sur le plan pratique en matière d'épidémie. Et de ce fait, elle a tendance initialement à s'accaparer la gestion de la crise. Et puis par la suite, elle peut lâcher du lest dépendant du besoin que l'État a pour pouvoir un tout petit peu cerner cette maladie. Donc, d'une manière un peu sécuritaire, je comprends la position, l'importance que l'État devrait avoir pour gérer d'une façon convenable la crise. Mais en parallèle, il y a des compétences dans le secteur privé qui peuvent aider et qu'on pourrait leur imposer un cahier de charges, que ce soit des structures, des cliniques, qu'elles soient des laboratoires, qu'ils soient des cabinets de consultation, où on peut avoir un cahier de charges convenable pour qu'ils puissent aider à des gens qui ne veulent pas se faire hospitalisés dans des structures étatiques qui ont des moyens et qui veulent être hospitalisés dans des cliniques privées où l'État peut imposer un circuit ou peut imposer des normes qui pourront répondre aux besoins de l'épidémie. D'ailleurs, on a installé un laboratoire de campagne à Casablanca pour tester les gens, car plus on teste, plus on isole, plus on se protège et on endigue la propagation du virus, docteur Miko. Exactement, c'est la meilleure manière. Donc les 3 piliers, comme j'ai dit auparavant, pour combattre l'épidémie, c'est 1, d'abord diagnostiquer, 2, isoler et 3, traiter. Donc si on ne diagnostique pas, on ne peut pas isoler, on ne peut pas traiter. Et ça, c'est la base de la gestion de la crise du Covid. Elle est très importante et cette base, elle est mondialement reconnue. Même l'OMS, elle l'a reconnue comme étant un pilier important de la gestion de la crise. Alors, certes, il y a encore de multiples zones d'ombre sur ce virus, mais chaque jour a son lot de découvertes, j'ai envie de dire. On connaît un peu
un peu mieux, un peu plus le virus, comment il se propage, comment il se transmet, comment il se comporte, docteur Miko. Exactement. Donc, on s'intéresse de plus en plus à ça et on arrive à diagnostiquer les moyens de propagation, les moyens de qu'est-ce qu'il est en train de déclencher comme réaction dans le corps aussi. On arrive de plus en plus à gérer ça. Et c'est heureusement qu'on a cette science, médicale qui est basée sur la recherche et qui arrive à faire des avancées qui sont importantes et qu'on s'éloigne du populisme médical, du populisme aussi de certaines personnes qui pourraient nuire à la gestion de la crise. C'est très important. Selon certaines études, le virus peut utiliser des cellules immunitaires pour augmenter sa capture et sa transmission et la mise au point de vaccins et de traitements pour lutter contre le virus nécessite justement de connaître le comportement du virus dans l'organisme, docteur Miko. Exactement, on a des récepteurs, on a plein d'études qui sont en cours, entre autres des vaccins qui peuvent être utilisés pour bloquer les récepteurs par lesquels le virus s'introduit dans les cellules du poumon, de l'autre, ça veut dire les cellules de l'être humain. Et ces fameux récepteurs qui sont les récepteurs de l'angiotensine 2, et c'est très important. On est en train de travailler sur ça aussi pour essayer de faire un blocage de ces récepteurs-là, et à ce moment-là, le virus ne pourra pas s'introduire dans le corps. Il y a plein de pistes pour lesquelles on est en train de travailler. On vient d'entendre aussi des études où on produit des anticorps de synthèse et des anticorps habituellement fabriqués par le corps humain, et on commence à les produire d'une façon synthétique et pas de les prendre de chez le plasma des personnes qui ont été déjà infectées. Donc on peut synthétiser ces anticorps et les injecter aux personnes. D'ailleurs, on dit maintenant, c'est ce qui est en train d'être aux États-Unis, que le président Trump a reçu ce cocktail d'anticorps de synthèse qui apparemment a marché chez lui. C'est pour ça qu'il est sorti assez rapidement de l'hôpital. D'accord. Donc c'est des voies de recherche qui sont très importantes et on est en train d'attendre avec impatience les résultats aussi de ce qui se passe au Maroc, d'ailleurs, avec les 500 personnes qui sont vaccinées par le vaccin de chinois. Donc on attend les résultats. Justement, le Maroc qui participe aux essais cliniques, on en a parlé dans cette émission. C'est important de participer, docteur Miko, à ces essais cliniques. Bien évidemment, c'est très important de participer à ces études cliniques parce que ça va nous aider tout simplement à avoir un pied dans cette course-là pour pouvoir acquérir le vaccin un peu plus précocement, si j'ose dire, par rapport à d'autres personnes, plutôt à d'autres pays. Il y a aussi une course sur plan mondial parce que si vous avez suivi un peu l'actualité hier et avant-hier, il y a l'Inde l'Inde et la Chine qui sont en train d'essayer par la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui sont des géants aussi de la pharmacie et de la production pharmaceutique, ils sont en train d'essayer de demander à l'Organisation mondiale de commerce d'arrêter les lois qui limitent le copiage, si j'ose dire, la copie des produits pharmaceutiques et des vaccins pour que l'Inde puisse elle-même produire, sans se préoccuper du copyright, de produire des vaccins qui ont été déjà découverts ailleurs, en Grande-Bretagne par exemple, aux États-Unis, ou en Chine, etc. Parce que quand même l'Inde a pratiquement 1,5 milliard de personnes qui ont besoin du vaccin, et je ne pense pas qu'on pourra assurer pour la population mondiale une production massive du vaccin assez rapidement. Est-ce une bonne chose, docteur Miko, oui, de c'est une bonne copier chose, si justement on arrive à l'avoir.
Mais bien sûr, c'est pas une bonne chose probablement sur plan commercial, sur plan fruits à gagner par rapport aux sociétés, aux compagnies qui ont produit et qui ont investi de l'argent pour produire le C'est un gain de temps, on va vaccin. dire. Mais sur plan humanitaire, et la médecine ne peut pas être que du commerce, sur plan humanitaire, sur plan mondial, les dégâts que ça a causé ce virus pourrait peut-être lever ces copyrights pour pouvoir faire bénéficier à la population mondiale des vaccins et des innovations concernant ça, concernant cette infection, cette épidémie. D'accord. Alors, les chercheurs, vous le disiez à l'instant, poursuivent leurs efforts pour trouver un moyen de limiter l'infection du coronavirus dans l'organisme à l'aide d'un vaccin ou d'un antiviral, ou des anticorps. Faut-il espérer un vaccin dans les jours, les mois qui viennent, ou c'est encore trop tôt? On est pour des mois, voire quelques années, Dr Miko. Les meilleures estimations parlent de minimum pour décembre ou janvier pour découvrir un vaccin et dire ça y est, c'est bon, c'est le bon, on est en train de pour le produire, c'est une autre paire de manches. Il faudrait attendre aussi quelques semaines peut-être après. Alors pour pouvoir assurer une vaccination par exemple marocaine, il faut attendre, je pense, plusieurs mois pour ça. C'est très important, sauf s'il y a de la pression diplomatique marocaine, s'il y a des accords qui sont faits dont on n'est pas au courant avec la Chine. Parce qu'il faut rappeler que le Maroc a signé des accords avec la Chine et avec la Russie. Il participe aussi aux essais cliniques. Exactement. Donc, on va voir le fruit de tous ces accords et de cette pression diplomatique que le Maroc a réalisée. Et on va voir le fruit de ce que ça va donner. Donc, d'abord, il faut confirmer que ce vaccin chinois a bien marché. Est efficace. Et que c'est bon, donc, et qu'il est efficace. Et par la suite, il faut attendre, comme j'ai dit, l'évolution et des accords qui sont déjà signés. Alors, on parle ces derniers temps des tests antigéniques. Alors, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est utile? Alors, pour pouvoir comprendre ce que c'est que les tests antigéniques, il faudrait d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'un virus et comment il marche, et quelle est sa constitution. Donc, le virus, il est fait d'une enveloppe, comme une sorte de bulle, si on peut s'imaginer ça, et avec une structure qui est à l'intérieur de l'enveloppe, qui s'appelle une ARN. Ça veut dire que c'est un ensemble de petites protéines, l'une accolée de l'autre, qui sont faites sous forme de brin, comme un petit fil, qui est à l'intérieur de la cellule, et là, on parle d'ARN. Donc, c'est un ARN à l'intérieur d'une enveloppe. Et donc, le virus, à partir du moment où il s'introduit dans la cellule, il livre cet ARN, ça veut dire ce petit brin à l'intérieur de la cellule, qui va se multiplier à l'intérieur et faire éclater la cellule sous forme de petits virus avec une enveloppe et qui va se propager de cette manière. Alors, pour faire le diagnostic de l'infection, on a pour le moment deux possibilités qui étaient classiquement connues. La PCR, ça veut dire la polymérase chain reaction, et cette PCR, elle part pour chercher l'ARN qui est à l'intérieur du virus lui-même, ce fil d'acides aminés, de protéines qui sont là, et on fait le diagnostic et c'est une fiabilité de pratiquement plus de 99% des cas. D'accord. Donc si on trouve l'ARN, elle est là. Donc ça reste la PCR qui est plutôt le test le plus fiable et le test de référence. La PCR. Maintenant, c'est la PCR. D'accord. Maintenant, il y a un autre test qu'on appelle les tests sérologiques. C'est quoi les tests sérologiques? Ça veut dire que le corps, à partir du moment où le virus s'introduit dans le corps, la réaction du corps pour essayer de combattre le virus fait à ce qu'on produit des anticorps. Ces anticorps qui vont ils vont se fixer. Ils sont produits par les globules blancs et qui vont se fixer sur le virus pour le tuer. Et donc, c'est une réaction du corps qu'on va détecter à ce moment-là à travers les tests sérologiques. Si on trouve les anticorps, c'est d'une manière indirecte, on dit comme quoi le virus est là. Mais on ne détecte pas à travers le test sérologique le virus lui-même. C'est d'une manière indirecte. Et donc là, on a les tests sérologiques qu'on peut détecter au niveau du sang. Oui.
Et donc, on a deux types de tests à ce moment-là. C'est les tests qui découvrent les IgM et les IgG. Et donc, on reste toujours, dépendant des résultats qu'on a, soit qu'on est dans une phase un tout petit peu aiguë, soit on est dans une phase chronique quand on a uniquement les IgG. Donc, ça, c'est les tests sérologiques. Donc, on a initialement, pour répéter, on a les tests sérologiques dont on vient de parler. Ça veut dire que on détecte la réaction du corps par rapport au virus. Les anticorps. Et la PCR, voilà. Et la PCR qui détecte le virus lui-même et surtout l'ARN qui existe à l'intérieur de la cellule elle-même. Maintenant, ce qu'on vient de détecter, plutôt de tester, c'est une nouvelle façon de voir le virus, c'est de détecter l'enveloppe qui entoure l'ARN, qui est la membrane cellulaire du virus. Il y a des petites protéines à la superficie de cette membrane, et on peut détecter la membrane elle-même et certaines protéines de ces virus, et c'est ce qu'on appelle les tests antigéniques. D'ailleurs, l'antigène, toujours, il existe à la superficie de la cellule, et l'anticorps qu'on détecte à partir des tests sérologiques se fixe d'ailleurs sur cet antigène pour le tuer. Donc, si on arrive à détecter l'antigène, ça veut dire qu'on détecte le virus lui-même et qu'on se dit d'une façon directe à ce que le virus est là. Et d'une façon plus rapide, on va dire, que le PCR. Alors l'avantage, exactement. Voilà. L'avantage de ce test, c'est qu'on le détecte d'une façon assez rapide. La PCR, ça prend donc pratiquement 6 heures pour avoir le résultat. Sur plan technique, je dis bien. Sur plan technique. Parfois, ça peut, dépendant des pressions qu'ont les laboratoires, ça peut aller jusqu'à 5 jours en attendant, d'attente pour avoir le résultat. Maintenant, pour les tests antigéniques, ça va être du très rapide. Ça veut dire qu'on prend un prélèvement au niveau de la bouche de la personne, au niveau de la salive. On le met comme le test rapide sérologique, on le met sur une bandelette, on rajoute un petit réactif et on a à ce moment-là le test très rapidement dans la minute. Et donc ça oriente rapidement vers la présence ou pas du virus. Et la prise en charge justement du patient, c'est donc la rapidité de ce test. C'est la raison pour laquelle l'OMS a validé ce test. Exactement, docteur elle l'a validé, mais il n'est pas un test de référence. La PCR reste le test de référence. À 99, on va dire 99,9% des cas. Exactement, pour la PCR. Un peu moins pour les tests antigéniques. Et d'ailleurs, pour qu'ils soient validés par l'OMS, il faut qu'il ait une sensibilité de plus de 80% des cas. D'ailleurs, le test antigénique a une sensibilité de plus de 80%. Alors, c'est toujours les mêmes traitements pour la Covid-19 au Maroc, docteur Mikou ? C'est toujours les mêmes traitements. On n'a pas quelque chose de nouveau. On est en train peut-être, il y a des études il y a quelques semaines, peut-être 2 ou 3 semaines, et on a étudié un traitement aussi qui est classique, c'est la colchicine, un traitement qui est anti-inflammatoire aussi, qui est un antiviral, qui est traité, qu'on utilise pour certaines maladies inflammatoires comme la maladie de Behçet, et qu'on utilise aussi dans certaines pathologies comme pour la crise de goutte. Et donc, on l'a utilisé dans certaines séries et on a trouvé que ça donne des résultats prometteurs. On a besoin de plus d'études aussi pour voir est-ce que la colchicine marche ou pas. On attend l'avenir. Donc, un cocktail, on va dire, et selon les cas. Oui, et selon le cas, bien évidemment. On attend aussi le résultat des études sur les anticorps de synthèse qui ont été utilisés pour le président Trump. Les résultats préliminaires sur à peu près 300 personnes étaient bons, mais il faut attendre encore et encore. Et c'est pareil pour les personnes asymptomatiques suivies à domicile, hein, docteur Mouniel Mikou ? Malheureusement, pour les personnes asymptomatiques suivies à domicile, ne reçoivent pas de la chloroquine. Et ça, je le comprends. Alors, comment ça se passe
Ce qu'on devrait avoir pour les personnes asymptomatiques, c'est un isolement parfait et un suivi. Et un suivi à domicile pour qu'ils puissent être correctement pris en charge. Et à ce moment-là, la réflexion de la prise de la chloroquine à domicile reste à discuter. Maintenant, personne ne peut assumer la responsabilité d'un accident qui peut arriver à domicile suite à la prise de chloroquine, puisque les médias anti-chloroquine ont fait un tapage médiatique contre la chloroquine concernant les effets indésirables, contre les risques de toxicité cardiaque, contre le risque de troubles de rythme, etc. Donc maintenant, les praticiens et l'État ne pourra pas assumer la responsabilité s'il y a un événement indésirable qui arrive à domicile si la personne prend de la chloroquine. Et les officines ne sont pas autorisées justement à vendre la chloroquine. On a parlé de ça, mais de toute façon, même si on autorise la chloroquine qu'elle soit en vente libre dans les officines, ça ne doit être que sur prescription médicale parce qu'on va commencer à avoir une utilisation abusive du traitement et avec les risques qu'on peut avoir. D'accord. Alors, c'est devenu une habitude, voire un acte citoyen de rappeler à nos auditeurs et à tous les Marocains les bons gestes à adopter pour participer justement à la lutte contre ce virus dévastateur, docteur Micot. Bien évidemment, la distanciation sociale, à partir du moment où on est confiné avec quelqu'un dans un lieu de travail ou dans une structure, dans des transports publics, mettre son masque, c'est très important, il faut le mettre. Ça d'une part. Deuxièmement, désinfection des mains, désinfection soit avec du savon ou un gel hydroalcoolique dans l'incapacité d'action, on ne peut pas avoir du savon. Les gels hydroalcooliques sont très importants à utiliser. Et bien évidemment, la distanciation de minimum d'1,5 mètre, 2 mètres pour garder les virus distants par rapport à soi. Donc, c'est très, très important. Alors, vous restez optimiste, pessimiste quant à l'évolution de cette pandémie dans notre pays pour les jours qui viennent? Écoutez, toutes les épidémies ils finissent par disparaître un jour à un autre. Donc, c'est une histoire qui se répète depuis l'éternité. Maintenant, avec quel prix, c'est ça le problème. Si vous avez suivi ce qui se passe maintenant, on est en train de parler encore une fois de la Suède, de ce qu'elle a fait avec maintenant, il n'y a pas de distanciation sociale en Suède, il n'y a pas d'obligation de port de masque. Il faut voir le prix qu'ils ont payé pour avoir une immunité collective qu'ils n'arrivent pas à dévoiler, à dire à haute voix. Ils ont parmi le taux de mortalité le plus élevé au monde actuellement. Ils ont ils ont 8 millions de personnes avec une mortalité d'à peu près 7000 personnes qu'ils ont pour le moment. Cela dit qu'on est face à l'imprévu, on est face à l'incertitude, docteur Micot. Exactement, il ne faut pas jouer avec la vie des gens et il y a des gestes barrières qu'on peut respecter, qui sont simples. C'est vrai que ça fait une pression sociale, ça fait une pression psychologique sur les gens et on n'arrive pas à s'embrasser avec notre famille, on n'arrive pas à être social avec eux, avec les amis, etc. d'une façon comme on était habitué à le faire. Mais c'est un prix à payer pour garder les gens qu'on aime en bonne santé et qu'on passe cette crise en attendant d'avoir un vaccin. Parce que les gestes barrières, c'est la seule méthode salvatrice pour le moment, en l'absence de vaccins et de médicaments miracles. En tout cas, merci beaucoup au docteur Mounir Micot. Je rappelle que vous êtes spécialiste en anesthésie réanimation. Je vous souhaite bon courage et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, avec plaisir. À la prochaine. Voilà.